Le plus beau cadeau de Noël que tu puisses nous faire est d'arrêter d'être une parasite et de disparaître de nos vies. Les mots d'Ara m'ont frappé comme un coup physique. Je me tenais là, dans l'embrasure de la porte de ce qui était autrefois ma propre salle à manger, tenant les petits cadeaux emballés que j'avais achetés avec le dernier sou de ma sécurité sociale, regardant le visage de ma fille se tordre de dégoût en me regardant. Toute la famille était là. Mon gendre, Marcus, était assis en bout de table, là où mon défunt mari s'asseyait, ne prenant même pas la peine de lever les yeux de sa côte de bœuf. Mes deux petits-enfants, Emma et Jake, gardaient les yeux rivés sur leur téléphone, leur silence étant en quelque sorte pire que la cruauté d'Ara. Même ma sœur Dorothy, que j'avais conduite pendant 3 heures pour venir dîner, fixait simplement son assiette. « Ara, s'il te plaît » ai-je chuchoté, ma voix à peine audible par-dessus le bourdonnement soudain dans mes oreilles. « C'est Noël » a-t-elle ri, un son qui me remplissait de joie quand elle était petite. Maintenant, on aurait dit du verre brisé dans ma poitrine. J'ai regardé autour de la pièce désespérément, cherchant un visage compatissant. Emma, ma petite fille de 17 ans, a levé brièvement les yeux. Mais quand sa mère lui a lancé un regard d'avertissement, elle est vite retournée à son téléphone. Jake n'a même pas reconnu ma présence. J'ai apporté des cadeaux, ai-je dit faiblement, en levant le petit sac. Les présents à l'intérieur semblaient soudain pathétiques. Une écharpe faite main, un livre pour Marcus. De petites choses que j'avais fabriquées ou trouvées dans des friperies parce que mon chèque mensuel couvrait à peine le loyer et les courses. Oh, encore des cochonneries du magasin à $1, a finalement dit Marcus, sa voix dégoulinant de mépris. Juste ce dont nous avons besoin pour encombrer la maison. Ara s'est levée, sa robe de créateur coûtant probablement plus que ce que je dépensais en nourriture en 2 mois. Maman, regarde autour de toi. Cette maison, cette vie que nous avons construite. Nous l'avons fait sans toi. Nous n'avons pas besoin de tes cadeaux de charité, et nous n'avons certainement pas besoin que tu traites notre maison comme ton restaurant personnel. La pièce a légèrement tourné. J'ai agrippé le cadre de la porte pour me stabiliser. C'était ma maison, ton père et moi avons. Elle m'a interrompu brusquement. Au passé. Papa est parti depuis 8 ans, et tu vis de notre générosité depuis lors. Eh bien, c'est fini. Marcus et moi essayons de construire quelque chose ici, et franchement, avoir une mère dépendante qui traîne tout le temps est embarrassant. Chaque mot était soigneusement choisi pour blesser. Je pouvais le voir dans ses yeux, la satisfaction qu'elle prenait à dire enfin ce qu'elle pensait apparemment depuis des années. Quand ma petite fille, celle qui se glissait dans mon lit pendant les orages, était-elle devenue cette étrangère froide? J'ai aidé à élever vos enfants, ai-je dit, ma voix commençant à trembler, quand tu es retourné travailler. Qui a gardé Emma et Jake? Tu n'avais nulle part où aller, a interjecté Marcus. Ne fais pas comme si tu nous rendais service. Tu avais besoin d'un endroit où vivre. Dorothy a finalement levé les yeux. Peut-être que nous devrions tous nous calmer. Non. Ara l'a coupé. Je suis fatigué de faire semblant. Maman, tu es un poids autour de nos cous depuis des années. Tu ne contribues à rien d'autre qu'à la culpabilité et aux obligations. Ta propre sœur ne veut même plus s'occuper de toi, n'est-ce pas, tante Dorothy? Je me suis tourné vers Dorothy, le cœur brisé alors qu'elle évitait mon regard. Nous avions été proches autrefois, avant que son mari n'obtienne cette promotion et qu'il ne déménage en banlieue, avant que je ne devienne la sœur pauvre qui avait besoin d'aide. Je pense, a dit Dorothy prudemment, que peut-être un peu d'espace ferait du bien à tout le monde. C'est là que j'ai su que c'était fini. Pas seulement cette conversation, mais tout. 8 ans à croire que j'avais encore une famille, à penser que j'aidais, à me convaincre que même si l'argent était juste, au moins je n'étais pas seul. Vous voulez que je disparaisse, ai-je demandé, ma voix se raffermissant alors que quelque chose de froid s'installait dans ma poitrine. Très bien. Je me suis tourné vers la chambre d'amis où je séjournais depuis 3 mois depuis que mon propriétaire avait augmenté le loyer et que je ne pouvais plus payer l'appartement. Mes mains tremblaient en sortant la vieille valise, la même que j'avais utilisée quand David et moi sommes partis en lune de miel il y a 42 ans. Derrière moi, je pouvais les entendre reprendre leur conversation de dîner comme si de rien n'était. Marcus parlant d'une affaire commerciale. Emma demandant si elle pouvait passer le nouvel an avec des amis, des bavardages familiaux normaux qui ne m'incluaient plus. J'ai plié mes quelques affaires soigneusement. 3 robes, 2 paires de chaussures, quelques sous-vêtements et des pulls. Les photos d'Ara bébé, ses premiers pas,
Son premier jour d'école. Devais-je les prendre? Comptait-elle encore alors que l'enfant sur ses photos avait grandi pour me haïr? Grand-mère? Je me suis retourné pour trouver Jake debout dans l'embrasure de la porte. À 15 ans, il était déjà plus grand que son père avec les yeux doux de David. Pendant un instant, l'espoir a vacillé dans ma poitrine. « Tu pars vraiment ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il a hésité, regardant vers la salle à manger où nous pouvions entendre les voix de ses parents. « Je suis désolé » a-t-il chuchoté, puis il a rapidement disparu. Cette petite gentillesse m'a presque brisé. Presque. Mais quelque chose en moi avait changé pendant le discours d'Ara. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années s'installait sur moi, froide et tranchante comme l'air d'hiver. J'ai zippé la valise et je suis repassé par le salon. Ils étaient tous encore à table, picorant maintenant leur dessert. De belles personnes dans une belle maison jouant à être une belle famille. Je ne serai plus dans vos jambes, ai-je dit calmement. Ara a levé les yeux, s'attendant peut-être à des larmes ou des supplications. Quand elle n'a vu ni l'un ni l'autre, quelque chose a vacillé sur son visage. Surprise, déception. Bien, a-t-elle dit, mais sa voix semblait moins certaine maintenant. J'ai posé ma clé sur la table basse, la même table où elle faisait ses devoirs pendant que je préparais le dîner dans la cuisine qui n'était plus la mienne. Là où elle avait planifié son mariage pendant que j'écoutais et offrais des suggestions qui étaient poliment ignorées. Au revoir, ai-je dit simplement. Et puis je suis sorti dans le froid de décembre, fermant la porte doucement derrière moi. Pas de claquement, pas de sortie dramatique, juste un déclic doux qui a semblé résonner à travers ma poitrine. En chargeant ma valise dans ma Honda vieille de 20 ans, je pouvais les voir à travers la fenêtre de la salle à manger. Ils étaient déjà retournés à leur repas, leur rire traversant la cour comme une moquerie. Je me suis assise dans ma voiture un instant, moteur tournant, l'air chaud commençant à dissiper la buée de mon pare-brise. 8 ans de ça. 8 ans à croire que j'étais de la famille alors que j'étais vraiment juste un fardeau dont ils avaient finalement décidé de se débarrasser. Mais en m'éloignant de la maison où j'avais été autrefois la bienvenue, où j'avais autrefois ma place, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas seulement de la douleur ou du rejet, mais du soulagement. Quoi qu'il arrive ensuite, où que j'aille, je n'aurai plus à faire semblant d'être désiré là où je ne l'étais pas. Je n'aurai plus à sourire à travers un autre dîner où ma présence était tolérée plutôt que chérie. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre d'arrêter d'essayer de gagner un amour qui ne viendrait jamais. Je n'avais aucune idée alors de ce que je découvrirais le matin. De ce que j'apprendrais sur ma fille, sur moi-même, sur le vrai coup de la loyauté familiale. Mais en conduisant à travers les rues sombres sans nulle part où aller, j'ai senti quelque chose remuer en moi qui avait été dormant trop longtemps. Ma propre voix, mes propres choix, ma propre vie, et je commençais tout juste à comprendre combien j'en avais donné. La chambre de motel sentait le désinfectant industriel et les vieilles cigarettes. Je me suis assise sur le bord du lit, portant toujours ma robe de Noël, fixant mon téléphone. Cela faisait 18 heures que j'étais parti de la maison, et le silence était assourdissant. Pas un appel, pas un SMS, pas même de Jake, qui avait chuchoté ses excuses dans l'embrasure de la porte. J'avais conduit sans but pendant 2 heures la nuit de Noël, pleurant jusqu'à ce que mes yeux brûlent avant de finalement m'arrêter dans un Super 8 près de l'autoroute 94. La réceptionniste, une femme à l'air fatiguée d'environ mon âge, avait été assez gentille pour me donner la réduction senior sans que je le demande. De petites miséricordes. Maintenant, sous la lumière fluorescente crue du matin, la réalité s'installait. J'avais 847 $ sur mon compte chèque. Mon prochain paiement de sécurité sociale n'était pas dû avant 2 semaines. Je devais trouver un endroit où vivre rapidement. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts. La liste était plus petite que je ne l'avais réalisée. La plupart de nos vieux amis s'étaient éloignés après la mort de David, et les quelques-uns qui restaient étaient plus les amis d'Ara maintenant que les miens. Dorothy était clairement hors limite après la trahison d'hier. Ma voisine de l'ancien appartement me laisserait peut-être dormir sur son canapé quelques jours, mais Madame Patterson avait 83 ans et s'en sortait à peine seule. Le téléphone est resté silencieux dans mes mains. Personne ne venait me sauver. Personne ne vérifiait même si j'allais bien. J'ai pensé à David alors. J'ai vraiment pensé à lui pour la première fois depuis des mois sans la distraction du drame familial. Il avait été mon ancre pendant 34 ans.
la présence stable qui rendait tout le reste gérable. Quand il est mort de cette crise cardiaque soudaine à 57 ans, j'avais eu l'impression que la moitié de moi-même avait été arrachée. Ara avait été merveilleuse alors. Elle avait géré les arrangements funéraires, m'avait aidé à trier ses affaires, avait insisté pour que j'emménage avec eux temporairement pendant que je me remettais sur pied. Pendant quelques mois, j'avais eu l'impression que nous étions plus proches que jamais. Elle appelait tous les jours, amenait les petits-enfants pour le dîner, s'assurait que je ne me noyais pas dans le chagrin. Quand cela avait-il changé? Quand sa compassion s'était-elle transformée en ressentiment? Je suis allé dans la petite salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. À 65 ans, je paraissais plus vieille que je ne le devrais. Le stress des dernières années avait creusé des rides autour de mes yeux que le maquillage ne pouvait cacher. Mes cheveux bruns, autrefois épais et brillants, étaient devenus complètement gris. Quand avais-je arrêté de prendre soin de moi? Quand avais-je commencé à me voir à travers leurs yeux, un fardeau, une responsabilité, un rappel de tout ce qu'ils ne voulaient pas devenir? Mon téléphone a vibré. Pendant un instant, mon cœur a bondi. Peut-être Jack. Peut-être même Ara appelant pour s'excuser, pour dire qu'ils avaient été horribles et me demander de revenir? C'était un SMS de ma banque. Le solde de votre compte est inférieur à 50 $. Envisagez de configurer des alertes de compte pour éviter les frais de découvert. J'ai fixé le message, confuse. Hier matin, j'avais plus de 800 $. J'avais vérifié spécifiquement parce que je voulais m'assurer de pouvoir payer les cadeaux de Noël. Je me suis connecté à mon application bancaire, mes mains tremblant en naviguant vers mon historique de transactions. C'était là. Un retrait hier à 15h47 de 800 $ à un distributeur automatique que je n'avais jamais utilisé dans un endroit où je n'avais jamais été. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé la banque immédiatement, naviguant à travers le système automatisé avec une panique croissante. Je vois un retrait hier après-midi sur votre compte chèque, a dit le représentant du service client après que j'ai vérifié mon identité 3 fois. Avez-vous autorisé cette transaction? Non, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. J'étais chez ma fille toute la journée. Je n'ai jamais fait ce retrait. Je vois. Eh bien, vous devrez déposer un rapport de fraude. Cependant, je dois mentionner que le retrait a été effectué en utilisant votre carte de débit et votre code PIN, donc le processus d'enquête pourrait prendre plusieurs semaines. Plusieurs semaines. J'avais 47 $ à mon nom et nulle part où vivre, et il faudrait des semaines pour récupérer mon argent. Pouvez-vous me dire de quel distributeur il s'agissait, ai-je demandé, bien que je commençasse à suspecter que je le savais déjà. Le Walmart sur Riverside Drive, à 3 pâtés de maison de chez Zara. Le même Walmart où elle m'envoyait toujours chercher des courses de dernière minute quand elle cuisinait pour la famille. Le même Walmart où elle était avec moi la semaine dernière quand j'avais utilisé exactement ce distributeur pour retirer de l'argent pour les achats de Noël. Quand elle s'était tenue juste derrière moi en me regardant entrer mon code PIN. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assise dans le silence de cette chambre de motel bon marché. Les pièces s'emboîtaient dans mon esprit comme un puzzle que je n'avais pas voulu terminer. Le timing, l'emplacement, le fait qu'elle m'avait mise à la porte avec tant de venin, tant de finalité, comme si elle l'avait prévu. Ma propre fille m'avait volé. Et puis, ajoutant l'insulte à l'injure, elle s'était assurée que je sois sans abri et humilié avant même que je ne découvre le vol. J'ai pensé à toutes les fois au cours des dernières années où elle avait emprunté ma carte pour faire des courses. Combien de fois avait-elle mémorisé mon code PIN? Depuis combien de temps prévoyait-elle cela? J'ai sorti le dossier que je gardais toujours avec mes papiers importants et j'ai tout étalé sur le lit. Relevé de sécurité sociale, informations médicales, mon contrat de bail de l'appartement que je ne pouvais plus payer. Et là, glissés derrière mes cartes d'assurance, se trouvaient des documents que je n'avais pas regardés depuis des années. L'acte de propriété de la maison où vivait maintenant Ara. J'avais oublié. Ou peut-être m'étais-je forcé à oublier. Quand David est mort, la maison était encore à nos deux noms. J'avais signé des papiers pendant ces semaines de deuil, faisant confiance à Ara pour gérer les détails juridiques pendant que j'essayais de comprendre comment exister sans mon mari. J'ai sorti l'acte avec des doigts tremblants. C'était là, noir sur blanc. Belinda Marie Thompson et Alara Thompson Mitchell, copropriétaires avec droit de survie. Copropriétaire. Je possédais toujours la moitié de cette maison. La maison dont j'avais été jeté comme une invitée indésirable.
la maison où il m'avait traité de parasite. Mais il y avait plus de papier derrière l'acte. Des documents que je ne me souvenais pas avoir signés avec des en-têtes d'apparence officielle et ma signature en bas. J'ai plissé les yeux sur le langage juridique en essayant de donner un sens à tout cela. Un acte de renonciation daté d'il y a 18 mois. Transférant ma moitié de la propriété à Ara et Marcus pour la somme de $1 et autres considérations de valeur. Je ne me souviens pas avoir signé ça. Je n'aurais jamais signé ça, mais il y avait ma signature, témoignée et notariée. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir les papiers. Non seulement Ara avait volé mon argent hier, mais elle avait apparemment volé ma maison il y a 2 ans. Et j'avais été si confiante, si reconnaissante d'avoir un endroit où vivre que je ne l'avais jamais remis en question. À quel point avais-je pu être stupide? À quel point aveugle? J'ai pensé à chaque dîner de famille où ils m'avaient subtilement rappelé leur générosité. Chaque fois que Marcus avait fait des commentaires sur les impôts fonciers et les coûts d'entretien, chaque culpabilisation d'être un fardeau. Tout cela alors qu'il vivait dans une maison qui était légalement à moitié la mienne. Le pire n'était pas le vol. Ce n'était même pas la trahison. C'était la réalisation que ma fille m'avait regardé dans les yeux pendant des mois, peut-être des années, sachant ce qu'elle avait fait. Me regardant lutter avec le loyer. Me regardant économiser et me priver. Me regardant être reconnaissante pour leurs miettes d'affection. Et elle n'avait rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de remords, juste de l'agacement que je ne sois pas assez reconnaissante pour ma propre propriété volée. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro d'Ara, puis je me suis arrêté. Qu'est-ce que je dirais? Que pourrais-je dire qui pénétrerait le mur d'égoïsme qu'elle avait construit autour d'elle? Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, le seul cadeau que David avait insisté pour m'acheter avant de mourir, disant que j'avais besoin de rester connecté au monde. Je l'avais à peine utilisé sauf pour jouer au solitaire et vérifier mes emails. Mais maintenant j'avais un but. J'ai cherché sur Google, avocat pour abus financiers envers les personnes âgées, et j'ai commencé à faire une liste de numéros de téléphone. Si Ara voulait que je disparaisse de sa vie, elle allait obtenir exactement ce qu'elle avait demandé. Mais pas avant que je lui rappelle que certaines choses, la justice, les conséquences, la vérité ne disparaissent pas juste parce qu'elles sont gênantes. Pour la première fois depuis le dîner de Noël, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire particulièrement gentil, mais il faisait du bien sur mon visage. Ma fille avait commis une erreur cruciale dans son plan minutieux pour se débarrasser de moi. Elle avait supposé que j'étais aussi faible qu'elle me l'avait fait sentir. Elle était sur le point d'apprendre le contraire. Le cabinet d'avocats sentait le cuir coûteux et le café frais. J'étais assise en face de Margaret Chen, une avocate au regard perçant dans la cinquantaine qui se spécialisait dans les cas d'abus envers les personnes âgées. J'avais trouvé son nom en haut de chaque recherche Google, et ses avis mentionnaient tous une chose, elle ne perdait pas. Madame Thompson, a-t-elle dit en examinant les documents que j'avais apportés. Je dois vous demander directement. Vous souvenez-vous avoir signé cet acte de renonciation? J'ai secoué la tête. Je me souviens avoir signé des papiers après la mort de mon mari, mais Ara a dit qu'ils étaient pour l'assurance et la sécurité sociale. Je n'étais pas dans un bon état mental. Je lui faisais confiance pour tout gérer. Margaret a hoché la tête, son expression sombre. C'est malheureusement courant. Les membres de la famille profitent souvent des périodes de deuil lorsque les gens ne pensent pas clairement. Elle a sorti une loupe et a examiné ma signature de près. Cette signature semble cohérente avec vos autres documents, mais cela ne signifie pas grand-chose. Si vous avez été contrainte ou induite en erreur sur ce que vous signez, c'est toujours de la fraude. Et l'argent qu'elle a volé hier? Le retrait au distributeur est plus direct. C'est un vol clair. Avec votre témoignage sur son accès à votre code PIN et le timing juste avant qu'elle ne vous mette à la porte, nous avons un dossier solide. Margaret s'est penchée en arrière dans sa chaise. J'ai pensé aux $47 sur mon compte chèque, au fait de dormir dans cette chambre de motel, aux 18 heures de silence de personnes qui étaient censées m'aimer. Quel autre choix ai-je? Margaret a souri pour la première fois depuis que j'étais entré. Commençons par quelques recherches. Je veux sortir tous les registres publics sur les transactions de votre maison. Parfois, quand les gens deviennent avides, ils laissent une trace écrite. 2 heures plus tard, l'assistante de Margaret avait compilé un dossier qui me retournait l'estomac. L'acte de renonciation n'était que le début.
Votre fille n'a pas seulement pris votre moitié de la maison, a expliqué Margaret, étalant des documents sur sa table de conférence. 6 mois après que vous ayez cédé vos intérêts, elle et son mari ont contracté une deuxième hypothèque pour 150 000 $. Puis 3 mois après cela, ils ont refinancé toute la propriété pour 380 000 $. J'ai fixé les chiffres en essayant de leur donner un sens. Mais la maison ne valait qu'environ 200 000 $ quand David et moi l'avons achetée. Les valeurs immobilières ont augmenté, mais plus important encore, ils ont utilisé votre maison comme leur distributeur automatique personnel. Regardez ça. Elle a pointé un document de prêt. Ils ont retiré plus d'un demi-million de dollars en capital au cours des 18 derniers mois. Un demi-million de dollars de la maison que David et moi avions économisée et nous étions privés pour acheter, où nous avions élevé notre fille, où il lui avait appris à faire du vélo dans l'allée. Où est passé tout cet argent, ai-je demandé, bien que je commençasse à avoir un horrible soupçon. Margaret a tourné la page vers un autre document. Marcus a lancé une entreprise de conseil appelée Mitchell Strategic Solutions. Selon ses dépôts d'entreprise, elle a reçu un investissement de démarrage de 200 000 $ de sources familiales privées. Vous voulez deviner d'où venait cet argent? Ma tête tournait. Ils ont utilisé ma maison pour financer son entreprise. C'est pire, la voix de Margaret était douce mais implacable. L'entreprise a fait faillite il y a 6 mois. Ils ont déjà fait défaut sur 2 paiements de prêt. Votre maison, celle dont ils vous ont jeté, est en pré-saisie. La pièce a légèrement basculé. J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise en essayant de traiter ce que j'entendais. Ils perdent la maison. Ils ont 3 mois de retard sur les paiements. La banque a entamé une procédure de saisie. Au rythme actuel, ils perdront la propriété dans les 6 mois à moins qu'ils ne puissent trouver environ 30 000 $ pour mettre le prêt à jour. Je suis resté assise dans un silence stupéfait. Pas étonnant qu'Ara ait été si vicieuse, si désespérée de se débarrasser de moi. Ce n'était pas seulement que j'étais un fardeau. J'étais un témoin de leur échec, un rappel de ce qu'ils avaient volé et gaspillé. Il y a autre chose, a dit Margaret doucement. J'ai effectué une vérification de crédit sur votre fille dans le cadre de mes recherches. Elle a déposé le bilan 2 fois au cours des 5 dernières années. Les 2 fois, elle vous a inscrite comme personne à charge, affirmant qu'elle vous soutenait financièrement. Les coups continuaient de pleuvoir. Elle a prétendu que j'étais à sa charge pour des raisons fiscales. Oui, elle vous a déclaré comme personne à charge tout en retirant simultanément des capitaux propres de votre maison. C'est un modèle d'abus financier qui remonte à des années. J'ai pensé à toutes ces fois où elle m'avait fait sentir coupable de vivre avec eux, de manger leur nourriture, d'être un fardeau, tout cela pendant qu'elle profitait littéralement de ma dépendance, m'utilisant comme une déduction fiscale tout en volant ma propriété. Peut-on prouver tout cela, ai-je demandé. Margaret a rassemblé les documents en une pile soignée. Madame Thompson, votre fille a laissé une trace écrite large comme 1 kilomètre. Documents falsifiés, prêts frauduleux, fraude fiscale, abus envers les personnes âgées. Elle a commis plusieurs crimes. La question n'est pas de savoir si nous pouvons le prouver. La question est de savoir ce que vous voulez faire à ce sujet. J'ai regardé par la fenêtre du cabinet d'avocat, observant les gens passer sur le trottoir en bas. Des gens normaux avec des problèmes normaux, pas assis dans le bureau d'un avocat, découvrant que leur propre enfant les avait systématiquement dépouillés. Quelles sont mes options? Nous pouvons porter plainte au pénal pour le vol et la fraude. Nous pouvons poursuivre pour annuler l'acte de renonciation puisqu'il a été obtenu par tromperie. Nous pouvons forcer la vente de la maison et récupérer votre capital. Ou. Margaret a fait une pause, étudiant mon visage. Nous pouvons utiliser ces informations comme moyen de pression. Que voulez-vous dire? Votre fille fait face à une saisie. Elle a désespérément besoin d'argent et elle sait qu'elle a commis plusieurs crimes. Parfois, la menace d'exposition est plus puissante que les poursuites réelles. Nous pourrions négocier un règlement qui vous donne ce que vous méritez sans vous faire passer par une longue bataille judiciaire. J'ai pensé au visage d'Ara la nuit de Noël. La froide satisfaction dans ses yeux alors qu'elle me traitait de parasite. La façon dont elle avait orchestré mon humiliation devant toute la famille. La cruauté calculée de voler mon argent juste avant de me mettre à la porte. Quel genre de règlement? Margaret a sorti un bloc-notes et a commencé à prendre des notes. Eh bien, voyons ce qu'elle vous doit réellement. Votre moitié de la maison quand vous l'avez signée valait environ 100 000 $. L'argent qu'elle a volé,
y compris le retrait au distributeur d'hier, s'élève à au moins 15 000 $ au cours des 2 dernières années que nous pouvons documenter. Ensuite, il y a la fraude fiscale vous utilisant comme personne à charge alors que vous payez vos propres dépenses. Elle a griffonné des chiffres en parlant. De manière conservatrice, elle vous doit 150 000 $ en dommages et intérêts. Mais étant donné la nature systématique de l'abus et la détresse émotionnelle, nous pourrions probablement plaider pour beaucoup plus. 150 000 $, plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie. Assez pour acheter mon propre logement, vivre de manière indépendante, ne plus jamais avoir à dépendre de personne. Combien de temps faudrait-il pour obtenir cet argent si nous poursuivons? Cela pourrait prendre des années. Si nous négocions? Margaret a souri. Cela pourrait prendre des semaines. J'ai pris ma décision. Je veux négocier, mais j'ai des conditions. Je veux qu'elle sache que je sais. Je veux qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a fait et ce que ça va lui coûter. Et je veux qu'elle doive me regarder dans les yeux quand elle me remboursera. Le sourire de Margaret s'est élargi. Madame Thompson, je pense que votre fille est sur le point de recevoir une leçon sur les conséquences. Êtes-vous prête à être son professeur? Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment puissante. Pas puissante de la manière qui vient de la manipulation ou du contrôle, mais puissante de la manière qui vient de la vérité, de la justice, d'être enfin capable de me défendre. Plus que prête, ai-je dit. En quittant le cabinet d'avocat cet après-midi-là, j'ai réalisé qu'Ara avait fait une erreur de calcul cruciale. Elle avait pensé qu'en m'humiliant et en me volant, je disparaîtrais tranquillement, que je m'éclipserais comme un animal blessé et ne la dérangerais plus jamais. Au lieu de cela, elle avait réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis bien trop longtemps. Quelque chose qui ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas compris que les actions ont des conséquences, même lorsqu'elles sont commises contre sa propre mère, surtout lorsqu'elles sont commises contre sa propre mère. La guerre était sur le point de commencer, et pour la première fois, je tenais toutes les armes. J'ai emménagé dans un petit studio à 3 pâtés de maison du bureau de Margaret. Ce n'était pas grand-chose, juste un studio avec une kitchenette et un lit escamotable, mais c'était le mien. Pour la première fois en 8 ans, personne ne pouvait me dire que je n'avais pas ma place ici. Margaret avait eu raison au sujet du moyen de pression. En une semaine de notre première réunion, nous avions compilé suffisamment de preuves pour enterrer Ara sous les accusations criminelles. Mais je voulais plus que la justice. Je voulais qu'elle comprenne ce qu'elle avait perdu en choisissant l'avidité plutôt que la famille. Votre fille a appelé mon bureau hier, m'a dit Margaret lors de notre deuxième réunion, 3 fois. Elle veut savoir ce que vous prévoyez. J'ai senti une satisfaction froide s'installer dans ma poitrine. Elle a peur. Elle devrait. J'ai demandé à mon enquêteur de creuser davantage. La procédure de saisie avance plus vite que nous ne le pensions. Elle a 6 semaines pour trouver 43 000 $ ou perdre la maison entièrement. 6 semaines. Dans 6 semaines, la maison où David et moi avions été si heureux, où nous avions élevé notre fille, où j'avais été traité comme une servante puis jetée comme un déchet, appartiendrait à la banque. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand elle a appelé? Margaret a souri. Que toute communication devait passer par moi et que nous enquêtions toujours sur l'étendue complète de la fraude. J'ai peut-être mentionné que les cas d'abus envers les personnes âgées entraînent souvent des peines de prison. J'étais resté loin de mon ancien quartier. Mais ce soir-là, je me suis retrouvé à passer devant la maison. 2 voitures étaient dans l'allée, la BMW d'Ara et le camion de Marcus. Les lumières de Noël étaient toujours là, scintillant joyeusement dans le froid de janvier. Une façade parfaite cachant le désespoir à l'intérieur. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir des silhouettes bouger. On aurait dit qu'ils avaient une sorte de réunion de famille, essayant probablement de trouver comment résoudre leurs problèmes d'argent sans admettre ce qu'ils avaient fait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Maman, c'est Jack. On peut parler? Je m'inquiète pour toi. Mon cœur s'est serré. Mon petit-fils, le seul qui m'avait montré un peu de gentillesse cette horrible nuit. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Je vais bien, mon chéri. Et toi? Je peux te voir? Je ne veux pas que maman sache qu'il se passe quelque chose et ils ne veulent pas dire à moi et Emma ce qui se passe. J'ai pensé aux avertissements de Margaret de ne pas communiquer directement avec la famille pendant les négociations.
Mais Jake était un enfant pris au milieu des crimes de ses parents. Il méritait de savoir que quelqu'un se souciait encore de lui. Retrouve-moi au Starbucks sur la 5e rue demain après l'école. Viens seul. Le lendemain après-midi, j'ai attendu dans un box au fond. Mes mains enroulées autour d'un café qui avait refroidi depuis longtemps. Quand Jake est entré, je l'ai à peine reconnu. En seulement 2 semaines, il semblait avoir vieilli de plusieurs années. Son visage était tiré, son sourire facile habituel nulle part en vue. « Grand-mère » a-t-il dit, glissant dans le box en face de moi. Pendant un instant, il a semblé qu'il allait pleurer. Je suis tellement désolé pour ce que maman a dit. C'était horrible. J'ai tendu la main à travers la table et serré la sienne. Tu n'as pas à t'excuser, Jake. Tu n'as rien fait de mal. Mais je ne t'ai pas défendu non plus. Je suis juste resté assis là comme un lâche. Tu as 15 ans. Ce n'est pas ton travail de gérer les adultes de ta famille. Il a baissé les yeux vers la table, jouant avec un sachet de sucre. Les choses sont vraiment bizarres depuis Noël. Maman et papa n'arrêtent pas d'avoir ces conversations chuchotées qui s'arrêtent quand Emma et moi entrons. Et hier, une femme à l'air officiel est venue à la maison avec des papiers. Maman pleurait après son départ. L'avis de saisie. Ils avaient reçu le dernier avertissement. Jake, ai-je dit prudemment. Ta mère t'a-t-elle déjà parlé de problèmes d'argent? Il a hoché la tête misérablement. Elle a dit que l'entreprise de papa avait fait faillite et qu'il pourrait devoir vendre la maison. Elle a mis ça sur ton dos d'une manière ou d'une autre. Elle a dit que devoir te soutenir pendant toutes ces années avait vidé leurs économies. Mais ça n'a pas de sens parce que tu as toujours payé tes propres affaires, n'est-ce pas? Garçon intelligent. Trop intelligent pour son propre bien dans une famille construite sur des mensonges. Ta mère traverse une période difficile, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Parfois, quand les gens ont peur, ils cherchent quelqu'un à blâmer au lieu de prendre la responsabilité de leur choix. Est-ce que tu vas revenir? A-t-il demandé soudainement. Je sais que ce qu'elle a dit était horrible, mais les familles sont censées se pardonner, non? J'ai regardé le visage plein d'espoir de mon petit-fils et j'ai senti mon cœur se briser à nouveau. Comment pouvais-je expliquer que le pardon exigeait la reconnaissance du mal commis? Que sa mère m'avait volé, menti, utilisé, puis jeté sans une seconde pensée. Certaines choses ne peuvent pas être défaites, Jake. Mais cela ne signifie pas que je ne vous aime pas, toi et Emma. Cela ne changera jamais. Maman a dit que tu étais probablement SDF maintenant, l'es-tu? Non, mon chéri. J'ai un endroit où vivre. Je vais bien. Il a étudié mon visage, voulant clairement poser plus de questions, mais ne sachant pas comment. Finalement, il a dit, est-ce que tu m'enverras des textos parfois pour que je sache que tu vas bien? Bien sûr. Après le départ de Jake, je suis restée assise dans ce Starbucks pendant une autre heure à penser à la famille, à la loyauté et au prix de la vérité. Mon petit-fils m'aimait, mais il aimait aussi sa mère. Bientôt, il devrait réconcilier ses sentiments avec la réalité de qui elle était vraiment. Je suis rentré chez moi dans mon petit appartement et j'ai appelé Margaret. Je veux faire l'offre, ai-je dit sans préambule. Êtes-vous sûr? Nous pourrions probablement obtenir plus si nous allons au tribunal. Je suis sûr, mais je veux la remettre en personne. Margaret est restée silencieuse un moment. Ce n'est généralement pas comme ça que ça marche, Madame Thompson. Habituellement, nous gérons tout par le biais des avocats pour éviter les confrontations émotionnelles. Je ne veux pas éviter la confrontation. Je veux voir son visage quand elle réalisera ce qu'elle a perdu. Très bien, je vais rédiger l'offre de règlement. Restitution complète de 150 000 $ payés sur 5 ans avec intérêt. En échange, vous acceptez de ne pas engager de poursuite pénale. Mais Madame Thompson, si elle accepte cette offre, cela signifie qu'elle n'admet aucun acte répréhensible. Êtes-vous prête pour cela? Elle saura ce qu'elle a fait. C'est suffisant. 3 jours plus tard, Margaret a appelé avec des nouvelles que j'attendais. Elle veut nous rencontrer demain à 14 h à mon bureau. Elle amène son propre avocat. J'ai raccroché et regardé autour de mon petit appartement. Dans 24 heures, ce cauchemar serait soit terminé, soit tout juste commencé. Quoi qu'il en soit, Hara était sur le point d'apprendre qu'il y avait des conséquences à traiter les gens comme des objets jetables. J'ai passé cette soirée à parcourir les quelques albums photos que j'avais réussi à sauver. Des photos d'Hara bébé, enfant,
diplômée du lycée et de l'université. Sur chaque photo, elle souriait, entourée de gens qui l'aimaient. David et moi lui avions tout donné ce que nous pouvions. Amour, soutien, opportunité, un foyer stable. Quand cette enfant brillante et heureuse s'était-elle transformée en quelqu'un qui pouvait voler sa propre mère sans un moment de culpabilité? J'ai fermé l'album et l'ai rangé. Demain n'était pas à propos du passé. C'était à propos de l'avenir, le mien et le sien. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin dans ma meilleure tenue, un tailleur bleu marine que j'avais porté aux funérailles de David. Je voulais avoir l'air digne, forte, comme quelqu'un qu'on ne pouvait plus bousculer. En entrant dans l'immeuble de bureau de Margaret, j'ai pensé à toutes les façons dont cette confrontation pourrait se dérouler. Ara pourrait pleurer, pourrait s'excuser, pourrait supplier le pardon. Elle pourrait aussi mentir, tout nier, essayer de me manipuler une fois de plus. Mais pour la première fois depuis des années, peu importait ce qu'elle faisait ou disait. J'avais la vérité de mon côté et la loi derrière moi. Elle m'avait volé, abusé, jeté comme si je n'étais rien. Maintenant, il était temps pour elle de payer le prix, et j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement quel était ce prix et pourquoi elle avait mérité chaque centime. La salle de conférence ressemblait à un tribunal. Margaret était assise à ma droite, une pile de preuves soigneusement arrangée devant elle. De l'autre côté de la table, Ara semblait plus petite que dans mon souvenir, sa confiance habituelle remplacée par une panique à peine dissimulée. Son avocat, un homme à l'air nerveux dans un costume mal ajusté, continuait de feuilleter des papiers comme s'il pouvait trouver une défense miracle dans sa mallette. Marcus n'était pas là. Réunion d'affaires, avait expliqué Ara quand Margaret avait demandé. Nous connaissions toutes les deux la vérité. Il était trop lâche pour affronter ce qu'ils avaient fait. Madame Mitchell, a commencé Margaret, sa voix froidement professionnelle. Ma cliente est prête à vous offrir un accord de règlement qui résoudrait cette affaire sans poursuite pénale. Les yeux d'Ara allaient de Margaret à moi. Je pouvais la voir essayer de lire mon expression, cherchant un signe de la femme faible et reconnaissante qu'elle avait intimidée pendant des années. Elle n'allait pas la trouver. Quel genre de règlement, a demandé l'avocat d'Ara. Margaret a glissé un document sur la table. Restitution complète de 150 000 $ pour le transfert frauduleux de propriété et le vol de fonds, à payer sur 5 ans à 6% d'intérêt. En échange, Madame Thompson accepte de ne pas engager de poursuite pénale pour abus envers les personnes âgées, fraude et vol. Le visage d'Ara est devenu blanc en lisant les termes. 150 000 $? C'est impossible. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Vous l'aviez quand vous l'avez volé à ma cliente, a répondu calmement Margaret. Je n'ai jamais rien volé. La voix d'Ara était perçante maintenant, le masque tombant enfin. J'ai pris soin d'elle pendant des années. Je l'ai nourrie, logée, soutenue quand personne d'autre ne le voulait. J'ai parlé pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Avec mon propre argent, dans ma propre maison. Ara s'est retournée pour me faire face, ses yeux flamboyants de la même fureur que j'avais vue la nuit de Noël. Ta maison? Tu l'as cédée volontairement. Montrez-lui les documents, ai-je dit doucement à Margaret. Margaret a ouvert un dossier et a étalé des copies de l'acte de renonciation, des documents de prêt, des dépôts d'entreprise pour l'entreprise en faillite de Marcus. Votre fille a obtenu votre signature par fraude, Madame Thompson. Elle vous a dit que c'était des papiers d'assurance, puis a utilisé votre maison comme garantie pour plus d'un demi-million de prêts. L'avocat d'Ara lisait les papiers, son visage devenant plus sombre de minute en minute. Ara, a-t-il chuchoté, tu ne m'avais pas parlé de tout ça. Ce n'est pas ce que ça semble être, a dit Ara désespérément. Maman était confuse après la mort de papa. Elle voulait que je gère tout. Elle a dit qu'elle me faisait confiance pour prendre les bonnes décisions. Je te faisais confiance, ai-je dit, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine. Et tu as utilisé cette confiance pour me voler aveuglément. Margaret a sorti un autre document. C'est particulièrement intéressant. Votre fille vous a déclaré comme personne à charge sur ses déclarations fiscales au cours des 3 dernières années, recevant des avantages fiscaux substantiels tout en vous faisant payer un loyer pour vivre dans ce qui était légalement votre propre maison. L'avocat d'Ara a lâché son stylo. Vous faisiez payer un loyer à votre mère pour vivre dans sa propre maison. Ce n'était plus sa maison, a craqué Ara. Elle l'a cédée. Et oui, elle payait les charges et les courses parce qu'elle vivait là. C'est normal.
Alors que vous prétendiez qu'elle était à votre charge et disiez à l'IRS que vous la souteniez financièrement, a ajouté Margaret. C'est de la fraude fiscale. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du bruit de la respiration rapide d'Ara. J'ai regardé ma fille, cette étrangère portant le visage de ma fille, alors que la réalité de sa situation s'enfonçait enfin. Qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas ça, a-t-elle finalement demandé. Le sourire de Margaret était tranchant comme un rasoir. Poursuite pénale. L'abus envers les personnes âgées au premier degré entraîne une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans. Ajoutez la fraude, l'évasion fiscale, le vol. Vous regardez potentiellement des décennies en prison. Ara s'est tournée vers moi et pendant un instant, j'ai vu un éclair de la petite fille qu'elle était. Celle qui grimpait sur mes genoux quand elle avait peur. Maman, s'il te plaît. Tu sais que je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'essayais juste de garder la famille unie. En me volant? En me jetant de ma propre maison? En me traitant de parasite alors que tu vivais de ma propriété? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. De vraies larmes cette fois, pas celles calculées qu'elle avait utilisées pour me manipuler pendant des années. J'avais peur. L'entreprise de Marcus coulait et nous étions noyés sous les dettes. Je pensais que si je pouvais juste utiliser la valeur de la maison pour nous remettre sur pied, je te rembourserais tout. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Quand, ai-je demandé. Quand comptais-tu me dire ce que tu avais fait? Quand allais-tu me rembourser? Ou allais-tu juste me laisser croire que j'étais un fardeau pour le reste de ma vie? Elle n'avait pas de réponse à cela parce que nous connaissions toutes les deux la vérité. Elle n'avait jamais prévu de me le dire. Elle avait prévu de me laisser mourir en croyant que je n'étais rien de plus qu'un drain pour ses ressources, ne sachant jamais que ses ressources avaient été les miennes au départ. L'entreprise devait marcher, a-t-elle chuchoté. Marcus a dit que nous ferions assez d'argent pour tout rembourser et plus, mais ensuite les contrats ont échoué et les investisseurs se sont retirés et soudain nous perdions tout. Alors, tu as décidé de me perdre moi aussi, ai-je dit doucement. Ara m'a regardé, le mascara coulant sur ses joues. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé? Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé, mais je ne peux pas te payer 150 000 $. Nous perdons la maison de toute façon. Nous n'avons plus rien. Margaret s'est penchée en avant. En fait, vous avez des options. La maison, même en saisie, a encore de la valeur. Si vous la vendez volontairement, vous pourriez payer Madame Thompson au moins partiellement et éviter la faillite. Vendre la maison? La voix d'Ara était à peine un murmure. C'est la maison de mes enfants. Où suis-je censé vivre? Tu aurais dû penser à ça avant de décider de la jouer au poker, ai-je dit. La cruauté dans ma voix m'a surprise moi-même, mais je ne me sentais pas coupable. Cette femme avait volé ma maison, ma sécurité, ma dignité. Elle m'avait fait sentir sans valeur tout en profitant de ma dépendance. Un peu d'honnêteté sur les conséquences était attendu depuis longtemps. L'avocat d'Ara s'est raclé la gorge. Ma cliente a besoin de temps pour examiner l'offre. 24 heures, a dit Margaret fermement. Après ça, nous portons plainte au pénal. Alors que nous nous préparions à partir, Ara a attrapé mon bras. Maman, attends, s'il te plaît. On peut parler en privé? Juste une minute. J'ai regardé sa main sur mon bras, me souvenant de toutes les fois où elle s'était retirée quand j'avais essayé de la serrer dans mes bras. Toutes les fois où elle m'avait fait sentir que mon affection était importune. Tu peux dire tout ce que tu as à dire devant les avocats. Je t'aime, a-t-elle dit désespérément. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Tu es ma mère. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? J'ai étudié son visage, cherchant un signe de remords sincère, une indication qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Tout ce que j'ai vu, c'était la panique et l'instinct de conservation. L'amour n'est pas quelque chose qu'on dit, Ara. C'est quelque chose qu'on fait. Et tout ce que tu as fait ces 2 dernières années m'a montré exactement à quel point tu m'aimes. J'ai doucement retiré sa main de mon bras et je me suis dirigé vers la porte. 24 heures, ai-je dit sans me retourner. Dans l'ascenseur, Margaret est restée silencieuse un moment avant de parler. Comment vous sentez-vous? Vide, ai-je dit honnêtement. Je pensais que la confronter me ferait me sentir mieux, mais ça me rend juste triste. Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette petite fille. Parfois,
les gens nous montrent qui ils sont vraiment quand ils sont sous pression. Peut-être qu'elle a toujours été capable de ça et que vous ne l'avez jamais vue parce qu'elle n'a jamais eu besoin de vous blesser avant. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis sorti dans le hall, vers le reste de ma vie. Demain, Ara signerait l'accord de règlement ou ferait face à des poursuites pénales. Quoi qu'il en soit, elle comprendrait enfin que les actions ont des conséquences. Mais en marchant vers ma voiture, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'avait jamais vraiment été à propos de l'argent ou de la maison ou même de la justice. C'était à propos du respect, à propos de refuser d'être traité comme un objet jetable, à propos de me défendre après des années à être diminué et rejeté. Et à cet égard, j'avais déjà gagné. Ce qu'Ara déciderait dans les prochaines 24 heures déterminerait son avenir, pas le mien. J'avais déjà choisi le mien. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. L'appel est arrivé à 23h47, exactement 12h13 avant l'échéance de Margaret. J'étais allongé dans mon lit, ne dormant pas, quand mon téléphone a vibré avec le numéro d'Ara. Maman. Sa voix indiquait qu'elle pleurait depuis des heures. Je vais signer. Je vais signer le règlement. Je me suis assise dans l'obscurité de mon petit appartement, me sentant étrangement calme. Très bien, c'est tout. C'est tout ce que tu vas dire? Qu'y a-t-il d'autre à dire, Ara? Tu as fait ton choix il y a longtemps. Maintenant tu vis avec les conséquences. Il y a eu un long silence. Puis, d'une voix si petite que je l'ai à peine reconnue, elle a dit, « Je suis vraiment désolée, maman. Je sais que tu ne me crois pas, mais je le suis. Je crois que tu es désolée de t'être fait prendre. » Ce n'est pas, elle a commencé, puis s'est arrêtée. Me pardonneras-tu un jour? J'ai regardé autour de mon petit appartement, la vie que j'avais bâtie à partir de rien après qu'elle m'ait jeté. L'indépendance pour laquelle je m'étais battu, la dignité que j'avais reconquise. La paix que j'avais trouvée en n'ayant plus à faire semblant d'être désiré là où je ne l'étais pas. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais ce n'est plus à toi de prendre cette décision. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La signature du règlement a eu lieu 3 jours plus tard. Ara semblait avoir vieilli de 10 ans depuis notre confrontation. Elle a signé chaque page sans argumenter, sa main tremblant légèrement en écrivant son nom encore et encore. Les termes étaient simples. Elle vendrait la maison dans les 90 jours et me paierait $85 000 sur le produit de la vente. Les $65 000 restants seraient payés en versement mensuel de $1,200 pendant 5 ans. Si elle manquait un seul paiement, le montant total deviendrait immédiatement exigible et je pourrais engager des poursuites pénales. La maison se vendra probablement environ $320 000 sur le marché actuel, a expliqué Margaret alors que nous examinions les papiers. Après avoir remboursé les hypothèques et les frais immobiliers, il devrait y avoir assez pour couvrir votre paiement initial et leur laisser une petite somme pour déménager. L'avocat d'Ara avait négocié cette petite miséricorde, assez d'argent pour une caution sur un appartement quelque part. Je ne m'y étais pas opposé. Je n'essayais pas de la détruire complètement, juste de m'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais me faire de mal. Alors que nous nous préparions à quitter le bureau de l'avocat pour la dernière fois, Ara m'a rattrapé dans le couloir. « Maman, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais Jake et Emma, tu leur manques. Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'es plus là. » J'ai arrêté de marcher. « Qu'est-ce que tu leur as dit? » Que nous avions un désaccord sur l'argent. Ils ne savent pas pour tout ça. Je ne pouvais pas leur expliquer sans admettre ce que j'ai fait. Donc, tu mens encore. Je les protège. Ce sont juste des enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir que leur mère est une voleuse. Je me suis tourné pour lui faire face entièrement. Non, tu te protèges toi-même comme tu l'as toujours fait. Son visage s'est chiffonné. Qu'est-ce que je suis censé leur dire quand nous devrons déménager, quand leurs amis demanderont pourquoi nous avons perdu notre maison? La vérité serait un bon début, mais je sais que ce n'est pas ton style. Je me suis éloigné, mais sa voix m'a suivi dans le couloir. Ils t'aiment, maman. Quoi que tu penses de moi, ne les punis pas pour mes erreurs. Je n'ai pas répondu, mais ces mots sont restés avec moi alors que je rentrais chez moi. 2 mois plus tard, j'ai emménagé dans mon nouveau logement, un petit mais beau cottage de l'autre côté de la ville. Il avait un jardin où je pouvais faire pousser des légumes, un porche avec une balancelle, et surtout, c'était le mien. Complètement, légalement, indéniablement le mien.
Je plantais des tomates dans mon jardin quand j'ai entendu le portail grincer. J'ai levé les yeux pour voir Jake debout là, plus grand que dans mon souvenir, tenant un petit paquet emballé. Grand-mère. J'ai posé ma truelle et me suis levé, brossant la terre de mes mains. Jake, comment m'as-tu trouvé? J'ai demandé autour. Madame Patterson de ton ancien immeuble m'a dit où tu vivais. Il avait l'air nerveux, incertain. J'espère que ça ne dérange pas que je sois venu. C'est plus que bien. Viens ici. Il a couru vers moi alors, et je l'ai serré fort, respirant l'odeur familière de son shampoing, sentant à quel point il avait grandi en quelques mois seulement. Je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire, a-t-il dit, se reculant et m'offrant le paquet. Je sais que j'ai raté ton vrai anniversaire, mais je voulais que tu aies quelque chose. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de nous deux du dernier matin de Noël avant que tout ne s'effondre. Nous étions assis sur le canapé et je lui montrais comment tricoter. Nous rions tous les deux de quelque chose, nos têtes penchées ensemble en concentration. Je l'ai trouvé sur mon téléphone, a-t-il dit doucement. J'ai pensé que peut-être tu voudrais te souvenir que tout dans notre famille n'était pas mauvais. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Merci, mon chéri. C'est parfait. Nous nous sommes assis sur ma balancelle de Porsche et Jake m'a parlé de l'école, de la saison de baseball qui commençait, d'Emma obtenant son permis d'apprenti conducteur, des choses normales d'adolescents qui semblaient précieuses parce que je pensais ne plus jamais les entendre. Maman dit que tu ne nous parles plus à cause d'une dispute d'argent, a-t-il dit finalement. J'ai choisi mes mots avec soin. Ta mère et moi avons eu de sérieux désaccords sur le respect et l'honnêteté. Parfois, les adultes font des choix qui changent les relations de façon permanente. Mais tu seras toujours ma grand-mère, pas vrai? Même si toi et maman ne pouvaient pas arranger les choses. J'ai mis mon bras autour de lui, le tirant contre moi. Toujours. Cela ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe entre ta mère et moi. Bien, a-t-il dit, se détendant contre mon côté, parce que j'avais peur de t'avoir perdu pour toujours. Tu ne pourrais jamais me perdre, Jake. Jamais. Il est resté 2 heures à m'aider à planter le reste de mon jardin et à me mettre au courant de tout ce que j'avais manqué. Quand il a été temps pour lui de partir, il m'a serré fort. Je peux revenir? Peut-être amener Emma la prochaine fois si elle veut venir. N'importe quand. C'est votre endroit sur maintenant, à tous les deux. Après son départ, je me suis assise sur mon porche alors que le soleil se couchait, tenant la photo encadrée qu'il m'avait donnée. C'était vrai. Tout dans notre famille n'avait pas été mauvais. Il y avait eu de l'amour là-bas. De l'amour véritable, même s'il avait été tordu et empoisonné par l'avidité et la manipulation. Mon téléphone a vibré avec un texto de Margaret. Premier paiement reçu et encaissé. 1200 $ exactement à l'heure. J'ai souri et supprimé le message. Ara tenait sa part du marché, du moins pour l'instant. L'argent était agréable, mais ce n'était plus vraiment à propos de l'argent. C'était une question de principe, de conséquence, de refuser d'être une victime. 6 mois plus tard, Emma est venue visiter aussi. Hésitante au début, mais se réchauffant quand elle a réalisé que je n'allais pas lui faire la morale sur sa mère ou essayer de la monter contre sa famille. Nous avons fait des cookies et parlé de projets d'université et de garçons, des choses normales de grand-mère et petite-fille. Maman semble triste tout le temps maintenant, a confié Emma alors que nous nettoyions la cuisine. Elle pleure quand elle pense qu'on ne peut pas la voir. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Je n'avais jamais voulu détruire Ara, juste me protéger d'elle. Penses-tu que tu lui pardonneras un jour? C'était la même question qu'Ara m'avait posée ce soir-là au téléphone, et je n'avais toujours pas de bonne réponse. Le pardon est compliqué, chérie. Parfois, les gens nous blessent si fort que même si nous voulons leur pardonner, la confiance est brisée pour toujours. Et sans confiance, les relations ne peuvent pas vraiment fonctionner. Emma a hoché la tête pensivement. Elle continue de demander de tes nouvelles, voulant savoir si tu vas bien, si tu es heureuse. Que lui dis-tu? Que tu sembles plus heureuse que je ne t'ai vue depuis longtemps. Est-ce mal? Je l'ai serré contre moi. Non, ma chérie. C'est honnête. Et l'honnêteté n'est jamais mauvaise. 1 an après la signature du règlement, j'ai reçu une visiteuse inattendue. Dorothy, ma sœur, se tenait sur mon seuil, l'air embarrassée et incertaine. Je sais que je n'ai aucun droit de demander,
a-t-elle dit. Mais pourrions-nous parler? J'ai fait du thé et nous nous sommes assises dans mon salon, la tension épaisse entre nous. Je te dois des excuses, a dit Dorothy finalement. De grandes excuses. Je savais que quelque chose n'allait pas ce soir de Noël, mais j'ai été lâche. J'ai laissé Ara te mettre à la porte parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. Pourquoi es-tu là maintenant, Dorothy? Parce qu'Ara m'a appelé la semaine dernière en pleurant. Elle m'a dit ce qu'elle a fait pour la maison et l'argent et tout ça. Elle a dit, elle a découvert et m'a fait rembourser. Dorothy a secoué la tête. Je n'avais aucune idée à quel point c'était grave. Je pensais que c'était juste une dispute familiale sur l'argent. Et maintenant? Maintenant je sais que ma petite sœur était abusée par sa propre fille, et je suis restée là sans rien faire. J'ai honte de moi, Belinda. Je suis tellement désolé. Ça faisait du bien d'entendre les excuses, mais ça ne changeait pas ce qui s'était passé. Merci de dire ça. Y a-t-il une chance que nous puissions essayer de reconstruire notre relation? Je sais que je ne le mérite pas, mais tu me manques. Avoir une sœur me manque. J'ai regardé Dorothy, me souvenant de toutes les années où nous avions été proches, quand nous nous étions soutenus à travers la mort de notre mère et les difficultés d'élever des familles. Un moment de lâcheté n'effaçait pas une vie de sororité. On peut essayer, ai-je dit. Mais les choses sont différentes maintenant. Je suis différente maintenant. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Et Belinda, je suis fier de toi pour t'être défendue. Ça n'a pas dû être facile. Ce soir-là, en arrosant mon jardin dans la lumière déclinante, j'ai pensé au pardon, à la famille et au prix de la paix. J'avais construit une belle vie pour moi-même, une vie tranquille pleine de petits plaisirs et de relations authentiques. Jake et Emma visitaient régulièrement. Dorothy et moi reconstruisions lentement notre lien. J'avais assez d'argent pour vivre confortablement, une maison qui était vraiment la mienne, et surtout, mon respect de moi-même. Ara a continué à faire ses paiements à temps. Chaque mois comme une horloge. Nous n'avions eu aucun contact depuis la signature du règlement, et je me contentais de garder les choses ainsi. Certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient pas être reconstruits. Et certaines relations, une fois empoisonnées, ne pouvaient pas être guéries. Mais je n'étais plus en colère. La colère était épuisante, et j'avais gaspillé trop d'années de ma vie dans des émotions négatives. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps, le contentement. J'étais libre. Libre de la manipulation. Libre d'être tenu pour acquise. Libre de prétendre qu'être maltraité valait mieux que d'être seul. Il s'est avéré qu'être seul n'était pas effrayant du tout. C'était paisible. Et pour la première fois de mes 66 ans, j'étais exactement là où je devais être. 2 ans plus tard, pour mon 67e anniversaire, j'ai reçu une carte par la poste sans adresse de retour. À l'intérieur, de l'écriture d'Ara, il y avait juste 4 mots, je comprends maintenant. Désolé. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise dans mon tiroir fourre-tout et je suis retourné m'occuper de mes roses. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Certaines relations ne se terminent pas par des confrontations dramatiques ou de grands gestes, mais par l'acceptation tranquille que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être réparées. Et parfois, c'est exactement comme cela que ça devrait être. Je n'étais plus le fardeau de personne, l'obligation de personne, la déception de personne. J'étais juste Belinda Thompson vivant sa vie selon ses propres termes, et c'était plus que suffisant. Maintenant, je suis curieuse à propos de vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.